Et si le plus gros de l'argent en 2023 était à prendre dans un business que tu n'oserais même pas présenter à ta grand-mère? Et non, je ne parle pas du dropshipping, mais d'un autre business qui est un petit peu caché, que tout le monde a vu, il est sous nos yeux, mais on ne se rend pas compte de l'envergure. Parce que j'ai interviewé quelqu'un, justement, il m'a dit qu'on pouvait gagner de 5 à 20 000 par mois là-dessus. Écoute, c'est sans place d'attendre qu'on va regarder comment ça fonctionne et comment toi aussi tu peux le faire. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je suis très content de recevoir sur la chaîne Jean-Marie Corda. Alors vous avez probablement vu certaines de ses vidéos sur YouTube et autres. C'est un personnage francophone haut en couleur, si je peux me permettre. Et aujourd'hui, je t'accueille ici, Jean-Marie. Merci d'être ici pour nous parler de business. Alors, dis-moi dans quel business tu t'es lancé en ce moment et tu es en train de regarder parce que c'est un business farfelu. Pas vraiment, et on va dire les choses sérieusement. Est-ce que ta communauté sait à quel point tu fais le beau gosse sur Instagram? C'est pour ça que je suis là, moi, pour te mettre sur OnlyFans. Parce que tous les gens, ils ont vu tes pubs de marketing sur YouTube, genre « Salut, c'est Rousseau les bons coups de tuyau, tu veux des conseils crypto, des machins Est-ce que vous avez vu l'envers du décor? Vous l'avez vu là? Rousseau montrer ses abdos, Rousseau le regard ténébreux, Rousseau à la gym, Rousseau à la campagne. Moi je vous le dis, Rousseau, il a un potentiel. Mec, si mon agence te prend en charge sur OnlyFans, putain on peut faire des sous sur toi. Rousseau, t'as un potentiel comme modèle. Bon bref, vous l'aurez compris, je suis dans le business OnlyFans. C'est un business assez drôle, on peut en rigoler comme ça, mais c'est surtout ce qui fait du cash flow là en 2023. Et il y a une hype dessus. C'est un peu comme au moment où il y avait de la hype sur les cryptos pendant le bull market. Ouais. Bon, bah là, il y a un peu cette ambiance-là sur OnlyFans, en fait. Et c'est très agréable. Et justement, parlons chiffres à peu près. Quels sont les chiffres par mois? Après, je me doute bien qu'il y a des différences pour chaque agence, mais Ouais, je te donne un petit peu les standards pour que les gens ils aient une idée de ce qu'on gagne. ouais. Et après, je parle des chiffres du marché, en gros. Gérer un compte de modèle à l'arrache, parce que là, on est surtout un public masculin qui fait du business. Je disais en rigolant, tu vas monter ton propre compte OnlyFans. La vérité, c'est qu'on fait le marketing pour une nana. La nana, elle crée le contenu, elle fait des vidéos, elle fait des photos, que ce soit pour les comptes publics, Instagram, TikTok et tout ça, pour amener du trafic. Et après, elle fait du contenu privé, un peu plus chaud pour OnlyFans. Et un compte vraiment mal géré va rapporter 500 balles par mois. C'est de la merde, hein. Ça veut dire que le boulot n'est pas fait. Un compte bien géré, pour une fille à peu près moyenne, on ne parle pas d'une top modèle, on parle d'une 6 sur 10. Un compte bien géré va gagner 5000 balles par mois, le travail est correctement fait. Et un compte très bien géré, ça ne veut pas dire que la fille est une 9 sur 10, hein. Je te parle toujours d'une 6 sur 10, mais une vraie belle équipe marketing qui fait le taf derrière, on peut passer au-dessus des 10 000 balles sur une modèle. Et en fait, une agence, c'est pas très gros, ça peut être une équipe de 2-3 personnes, peut gérer 3 à 5 modèles. Ça veut dire un boulot à plein temps, hein. Mais bon, quand tu as 3 ou 5 modèles qui font vraiment des revenus, l'agence, au final, elle se retrouve à gérer des 20-30 000 dollars par mois. Et les chiffres, on va dire, du marché, pour comprendre un peu pourquoi il y a cette euphorie, c'est que là, ça fait 3 ans d'affilée que chaque année, le marché triple. C'est-à-dire que les revenus générés sur OnlyFans, c'était, je ne sais plus moi, un truc genre 300 millions de dollars il y a 3 ans. Il y a 2 ans, c'était 3 fois plus. Et là, l'année qui vient de passer, ça fait 2,5 milliards. C'est en croissance. Alors, est-ce que ça va encore faire x3 cette année? Je ne sais pas, mais ça ne va pas tomber à zéro. Je veux dire, on est vraiment dans une croissance et le monde part en couille, mais cette décadence, c'est regrettable et bonne pour OnlyFans. Ouais. En vrai, on tend vers un monde où il y a de plus en plus de relations virtuelles comme ça et où les gens payent pour avoir cette illusion d'intimité qu'ils ont sur OnlyFans. Les gens n'achètent plus du contenu, mais ils veulent de la relation. Ils veulent discuter avec les nanas dont ils sont amoureux. C'est un concept qui est vraiment intéressant et qui en fait n'est pas si nouveau que ça, hein. Une des plus grosses fortunes en France, Monsieur Niel, a quand même fait le début de sa fortune avec le Minitel Rose. Et j'ose imaginer que derrière, c'était pas des modèles de magazines qui écrivaient les messages. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait, mais il y a quelque chose derrière par rapport à ça. Et moi, Xavier Niel, c'est un entrepreneur que j'ai beaucoup étudié, que je trouvais ça intéressant. Et c'est pour ça quand j'ai entendu parler de ce business OnlyFans, je me suis dit, il faut que je ramène quelqu'un qui parle de ça et qui connaît bien le milieu, puisque tu as un passé dans le secteur du X. Donc, je me suis dit, il doit s'y connaître. En plus, on s'est rencontrés à Bangkok, donc c'était l'occasion d'en parler. Et d'ailleurs, justement, tu disais,
OnlyFans, je connais des personnes dans mon cercle qui ont lancé des agences et en moins d'un mois, elles commençaient déjà à faire du chiffre, quoi. Et ça, c'est le truc qui m'a choqué parce que la rapidité, aujourd'hui, vous arrivez à faire quoi dans vos agences, on va dire, pour amener du cash? Combien de temps ça prend? 3 mois si le travail est bien fait, mais c'est à double tranchant. C'est-à-dire, certes, ça peut aller vite si le boulot est bien fait, si tu as les infos, tu peux faire des speedruns dans ce business. Vraiment, tu peux aller chercher le cash rapidement. Mais l'envers du décor, c'est que c'est un business qui change très vite. La crypto, il y avait ça aussi, tu vois. Là, ce qui change, ça va être les règles des plateformes. C'est-à-dire que les plateformes, d'un coup, là, par exemple, semaine dernière, la plus grosse plateforme OnlyFans a commencé à bannir les agences. Et il y a des feintes. Il faut utiliser certains tools, par exemple, pour avoir la bonne adresse IP pour se connecter. Si tu as plusieurs adresses IP qui se connectent sur le même compte de l'agence, tu te fais passer comme agence, tu te fais sauter. Je ne vais pas rentrer trop loin dans les détails techniques, mais en gros, si tu n'es pas à jour dans les process techniques, tu te fais sortir. C'est-à-dire tu montes un compte comme si tu montais une boutique de dropshipping et d'un coup, ta boutique se fait sauter. Tes revenus en ligne disparaissent parce que tu n'es pas à jour, tu n'as pas suivi les protocoles de sécurité, tu n'as pas suivi des process carrés et tu te fais têche comme une merde. Donc, il y a un côté vitesse à la croissance, mais une vitesse à la sortie aussi. Et il faut être très, très adaptable. Il faut prendre en compte qu'il y a des comptes qui sautent, tu t'en crées des nouveaux, tu utilises les nouvelles techniques mises à jour pour essayer que ça ne saute pas. Donc c'est un business où il faut être super speed. Si tu commences à calculer lentement et tout ça, que tu vois le long terme, non, il n'y a pas de long terme. D'ailleurs, tu ne revends pas un business OnlyFans. Même si tu fais une belle agence, il n'y a pas d'exit. Tu ne vas pas revendre ton agence comme tu revendrais un magasin, tu vois. Non. On ne sait pas. Faudrait avoir scalé son agence. On en parlera peut-être tout à l'heure. Si tu scales une agence où, genre, vraiment, tu as un consultant marketing, puis une équipe avec, 5 ou 6 marketeurs qui génèrent chacun 5 ou 6 modèles, tu as scalé le truc de manière industrielle à la McDonald's. Là, à la limite, mais même ça, en fait, il faudra que ça soit dans une adaptabilité constante et il faut que tu aies un CEO, un directeur qui mette à jour le truc tout le temps. Mais il ne faut pas le voir comme ça. C'est un business de cash flow par excellence. C'est pas un business de long terme. On a une visibilité de 2 ans sur ce business, pas au-delà. Je pense vraiment qu'il va y avoir une adaptation. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, je sais pas, je dis 2 ans, la vérité, j'en sais rien. Je discute souvent avec des mecs qui pèsent, qui font plus de $100 000 dans ce business. Et la question qu'on se pose, nous, c'est savoir combien de temps on va continuer de se gaver. Et la réponse qu'on a, c'est que pendant au moins 2 ans, ça va aller. Mais la suite, on y sera préparé. C'est-à-dire que tandis qu'on continue de s'adapter dans cette industrie, et l'industrie c'est quoi ? C'est offrir de l'intimité au client, offrir de la relation au client. On n'est plus dans toute la période où le contenu était roi, on est dans la période où la relation, tu vois, est au centre du service. Eh bien, en focalisant là-dessus, dans la relation, on sera préparé pour les nouvelles vagues de business qu'il y aura après OnlyFans. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, mais ça va prendre une nouvelle forme et on y sera prêt. Mais bon, en attendant, le cash flow est là et on focalise là-dessus, tant que ça fonctionne. C'est très intéressant parce qu'en fait, ce secteur-là est souvent en avance sur le reste du business, on va dire. Par exemple, tu vois, justement, tu as parlé de l'offre de contenu est limitée, peut-être à lasser à un moment et certains cherchent l'intimité. Est-ce qu'on aurait pareil pour les youtubeurs d'éducation ou de divertissement? Est-ce qu'il y aura quelque chose de similaire qui se passera là-dessus où les gens vont essayer d'avoir un peu plus d'intimité? J'en sais rien. Mais après, il faut peut-être pas tous les mélanger parce que regarde, un youtubeur, c'est quoi son métier? Dans 95% du temps, un youtubeur, il va faire un maximum de vues et il va être un espace publicitaire vivant. Tu vois, les youtubeurs font de la YouTube money et tu as des pubs avant, pendant, après la vidéo, ou alors ils vont faire des sponsoring sur des produits qui n'ont rien à voir, qu'ils exploitent même pas eux-mêmes. Ils sont à Raid Shadow Legends, ils jouent même pas à Raid Shadow Legends, on est d'accord. Donc ça, c'est le youtubeur mainstream normal. C'est juste un panneau publicitaire. Son métier, c'est d'avoir un maximum d'attention et après de vendre une part de cette attention. Ce truc-là, je sais pas si ça va s'arrêter. Je veux dire, de tout temps, il y a eu des panneaux publicitaires. Normal, Cyprien, tout ça. Nous, on n'est pas des youtubeurs. On est des entrepreneurs qui trouvent le moyen, en offrant de la valeur, à avoir quand même assez d'attention. Et derrière, on va proposer des produits qu'on va créer nous-mêmes. J'ai monté un réseau qui est le plus gros réseau français professionnel sur OnlyFans. Et j'en fais la promo. Et je dis aux gens, rejoignez ce réseau parce que OnlyFans,
Ça se travaille en agence, ça se travaille pas tout seul. Si t'es tout seul, tu peux faire le boulot, mais franchement, c'est compliqué. C'est rare qu'un seul mec ait les compétences pour faire tous les métiers qu'il y a dans une agence. Il y a des métiers qui ils sont pas en conflit, tu vois, mais humainement, généralement, c'est pas le même mec qui a l'aisance de rencontrer plein de nanas tout le temps, d'être en soirée, d'être dans des événements et de les draguer à la chaîne. Et c'est pas le même mec qui est tout le temps derrière son ordi, à être bon en marketing et en plus à être geek parce qu'il faut connaître tous les outils pour faire du mass DM, du mass spamming. Enfin, c'est des trucs un peu techniques. Ça se joue pas de manière artisanale et artistique. C'est vraiment systématique, c'est des process, c'est technique et on triche. On est tout le temps en train de se battre contre les algorithmes pour avoir un maximum de trafic et le convertir au maximum. Il n'y a rien de naturel, il n'y a rien d'intuitif. Et ces deux mecs, en fait, le dragueur en soirée qui trouve des modèles et le marketeur, c'est des types, ça peut arriver, tu vois, que très rare que tu as un mec qui fasse les deux. Mais la vérité, c'est que souvent, c'est deux gars qui ont des vies différentes. Ils peuvent être potes, ils peuvent travailler ensemble. C'est ce qui se passe dans le réseau. Mais c'est deux mecs différents. Ils ont deux vies différentes. T'en as un qui est sur son ordi, un geek, et t'en as un, il est dehors en soirée, quoi. C'est pas les mêmes gars. Ouais, je vois bien. Et justement, quels sont à peu près les types de compétences qu'il faut avoir pour ce business? Le manager, donc le type qui est en contact avec les nanas, lui, il faut qu'il ait beaucoup de patience et qu'il ait beaucoup de flexibilité. C'est un gars relax, qui est cool, qui se prend pas la tête. Et quand les nanas, elles réagissent, il sait traiter la ressource humaine femme. Il va pas s'énerver, il va faire le petit cadeau au bon moment, des petits trucs de subtilité et de sensation comme ça, que tu as que si c'est naturel. Tu as des mecs pour qui c'est naturel, ce truc-là. Ou tu peux le travailler si tu as passé des années. Moi, j'ai bossé 15 ans dans le porno, j'étais acteur, réalisateur, producteur. Pour ceux qui connaissent mes productions, ceux qui ont des doutes, vous pouvez taper mon nom, JM Corda, porno, vous trouverez du contenu, quoi. Mais bref, à force de travailler avec les femmes, j'ai un peu compris. Et ça m'a un peu usé. Aujourd'hui, je me détache vachement de ces positions où je suis en contact direct avec les femmes ou avec les modèles. Bon, les modèles sont souvent des femmes, mais faut comprendre qu'il n'y a pas que des femmes non plus. Hein. Tu as des mecs, tu as des trans sur OnlyFans. Et il ne faut pas le dénigrer. Ouais. Tu as des mecs et des trans qui font beaucoup d'argent sur OnlyFans. Et nous, on est là pour l'argent. Hein. On n'est pas là pour se trouver des copines. Donc, c'est intéressant de bosser avec ces modèles. Mais bref, moi, avec le temps, je me suis un peu détaché. Je suis plus côté marketing. Mais bon, surtout, je suis le propriétaire de mon agence et je gère le réseau. Et le marketeur, lui, typiquement, il faut qu'il comprenne le marketing et les algorithmes sur les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit les plateformes publiques mainstream, TikTok, Reddit, Twitter, Instagram, ou les plateformes privées. Tu as OnlyFans et tu as plein d'alternatives. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu as Fansly, tu as Fancentro, Sublaunch, Fluffa, tu en as plein Backstage, tu en as une dizaine, quoi. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Je me doute que une grosse partie des personnes, et moi je me demande quelle est la légalité en fait, par rapport à ça. Jusqu'où est-ce que la ligne est tracée sur ce type de business est-ce que c'est en France que tu le fais Tout le monde se le demande. T'es un type qui est très connu dans le business adulte. Enfin, il y est même plus. C'est Andrew Tate. Tu vois, il est en prison. C'est un des types les plus connus du monde. Et en ce moment, il est en tôle en Roumanie, ce qui angoisse beaucoup de monde sur le business OnlyFans. Il faut comprendre un truc, c'est que Andrew Tate, il n'était pas sur OnlyFans. Lui, il avait un studio de webcam il y a plusieurs années. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Il a arrêté il y a plus de 2 ans, je crois. Et faut pas tout mélanger. En fait, tenir un club de striptease, tenir une maison close, tenir un site de porno, une agence OnlyFans ou un studio de webcam, tout ça, c'est différent. Tu as des établissements physiques, tu as des sites online, tu as des services de contenu, tu as des services de relations. Vraiment, tous ces business ont des opportunités, des risques différentes. Je comprends que dans l'inconscient collectif, les gens, ils associent tout. Et généralement, ceux qui associent tout, ils ont une vision négative, morale, en disant tout ça, c'est un business de proxénète ou tout ça, c'est un business de prostituée. Donc, ils vont avoir du mépris pour les modèles, ils vont avoir du mépris pour tous les mecs qui travaillent en back-office, donc tous les gens qui font du marketing. Et en vrai, dans les gens qui font du marketing, la plupart des mecs, c'est des geeks qui sont derrière un écran, qui rencontrent jamais les modèles. T'en as qui sont exploités par les modèles aussi. T'as des histoires où t'as des mecs amoureux des modèles qui font le boulot, mais comme des chiens, qui bossent 12 heures par jour sur des chats à écrire à la place des modèles qui sont payés au lance-pierre pour une nana qui vit à 2000 bornes de là et qui rencontreront jamais, quoi. Donc, c'est assez nuancé comme business. Quand tu fous les pieds dedans, faut sortir un peu des clichés. Et après, si on veut aller concrètement sur les risques par rapport à OnlyFans, c'est un peu comme dans tous les business. C'est-à-dire,
Si tu commences à te foutre de la gueule du monde, ne pas payer tes partenaires, mentir, enfin, tu vois, avoir une éthique de travail flinguée, bon bah ça va te revenir dans la gueule. Déjà dans le milieu professionnel, je l'ai dit, hein, OnlyFans, c'est un milieu où on travaille ensemble, on travaille en agence. T'as un manager, t'as un marketeur, t'as des chatteurs, t'as un producteur, t'as une modèle, voire plusieurs modèles. On bosse ensemble et on collabore tout le temps avec d'autres agences, on communique avec eux parce qu'il faut tout le temps être au goût du jour sur les algorithmes. Donc tu es forcé de communiquer avec les collègues. Si tu as quelqu'un, que ce soit modèle, que ce soit producteur, marketeur, manager, qui fait de la merde, qui paye pas les gens ou qui manque de respect, bon bah il est cramé quoi. Plus personne veut bosser avec lui. Je le redis, on bosse pas tout seul dans ce business. La réputation est super importante. Quand tu es cramé, que tu manques d'éthique et que tu respectes pas tes collaborateurs, bon bah tu le fais une fois, deux fois, c'est cramé. Enfin, nous, par exemple, dans notre réseau, dès qu'il y a quelqu'un qui fait vraiment de la merde, qui ment, qui essaye d'arnaquer, on l'affiche. On fait en sorte que tout le monde le sache et qu'il soit cramé. Pour protéger le réseau, c'est pas revanchard, tu vois, mais on n'a pas envie de retomber là-dessus. Moi, je suis ravi quand on me dit, ce mec-là, attention, et que preuve à l'appui, au moins, je me fais pas avoir. J'avais du mal un petit peu à comprendre l'image que pourraient avoir certaines personnes négatives de ça. Je peux comprendre que ce soit quelque chose d'étonnant et autres, mais au final, je veux dire, c'est les personnes qui payent, quoi. Elles payent et savent pourquoi elles payent, elles ont envie d'avoir ça. Avant qu'on parle de l'aspect moral pour la société, je vais un peu développer le risque, parce que je ne suis pas sûr en fait, d'avoir répondu pour ceux qui se posent la question. Il y a beaucoup de mecs qui font du business online qui sont attirés par les gains qu'on peut faire par OnlyFans, mais qui se disent, attends, il y a des risques juridiques. Par rapport à l'affaire Andrew Tate, ils se disent, j'ai pas envie de me faire attaquer en justice par une modèle et d'être inculpé pour du trafic d'êtres humains ou ce genre de conneries. Et en gros, pour que ce truc-là n'arrive pas, il suffit de ne pas le faire. Il faut payer ses modèles, il faut les traiter avec respect, enfin avec ses modèles et ses collaborateurs. En Europe de l'Ouest et aux États-Unis, c'est quand même des sociétés féministes, donc si tu te retrouves en conflit avec une nana et que tu es en position du producteur, que c'est toi qui paye et qui contrôle les comptes et tout ça, très vite, la justice, elle peut avoir un biais contre toi. Donc il faut avoir une impeccabilité absolue. Il faut signer des contrats avec les modèles. Il faut se comporter avec une politesse absolue. Il ne faut jamais déraper. Il ne faut jamais mal parler. Il ne faut jamais insulter. Il ne faut surtout pas menacer, évidemment. Enfin bon, il y a des conneries à ne pas faire. Andrew Tate et les types qui suivent un peu sa méthode ont déliré. Ils ont fait des choses qui, à mon sens, sont ultra risquées. Encore une fois, lui, ce n'était pas OnlyFans, son business, mais qu'on comprenne un petit peu ce qu'on lui reproche. Ouais. Il disait publiquement qui ne payaient pas ces modèles. Il disait publiquement qu'elles n'avaient pas le droit de sortir de la maison. Il disait publiquement qu'il avait fait tatouer sur leur corps un petit message qui disait « propriété d'Andrew Tate ». Ça fait marrer comme ça. Ouais, mais en fait, quand tu as un problème et que tu arrives au tribunal parce que tu te fais attaquer en justice par une de ces modèles et que tu as accumulé tout ça, que tu as fait des déclarations publiques comme ça, putain, c'est compliqué. Moi, j'ai fait 15 ans de porn. Il y avait des contrats avec les nanas sur les droits d'image, quoi. J'ai jamais fait tatouer mon nom sur le corps d'une meuf et je me suis jamais foutu dans une situation comme ça. J'ai jamais fait des déclarations et j'ai jamais eu de problème comme ça. En vrai, si tu as une éthique professionnelle classique, t'as pas de problème dans ce genre. En droit, beaucoup fait de provoque et je veux pas jeter la pierre. Je fais partie de son réseau aussi. C'est un type qui m'a apporté beaucoup de valeur et son réseau m'a apporté énormément de valeur. J'ai beaucoup de tendresse et de respect pour ce mec-là. C'est un mec qui joue les méchants, mais qui en fait est un super bon gars. Donc je suis pas là pour cracher dans la soupe. Mais dans les emmerdes qu'il a en ce moment, moi je pense qu'il a eu une grande gueule, tu vois. Et il a dit des trucs qui étaient faux pour avoir l'air du méchant garçon. Mais le problème, c'est que c'est pris au sérieux par des gens qui veulent sa peau et que c'est en train d'être utilisé contre lui. Bon bah, je pense que la plupart des businessmen online, déjà ils montent pas leur gueule comme Andrew Tate. Ils vont pas aller publiquement commencer à dire qu'ils font tatouer leurs meufs comme des vaches à qui on met un pchit, qu'on les marque au fer rouge pour dire ça c'est ma propriété, ça ne sort pas de la maison, je ne la paye pas. Ouais, non. Là c'est différent parce qu'en plus parfois tu vas même pas rencontrer le modèle. Elle vit chez elle. Il y a un certain détachement. Hein. Ouais, elle vit avec son mec, il y a un contrat. Et elle touche... nous, on salarie les modèles. Hein, c'est le contrat standard que je recommande dans la communauté. On les salarie. Donc, il y a un deal. Elle produit X contenu par semaine. Tu vois, un nombre de photos, un nombre de vidéos. Et en fonction du contrat, on la paye tant de dollars par semaine. Il y a du salariat à la semaine.
Et elle livre pas le contenu, bon bah il n'y a pas de salaire. On attend que le contenu soit prêt. Le contenu est prêt, tiens, voici ton salaire. C'est tout. Ça s'arrête aussi facilement que ça. Il y a un contrat moral, tu vois. On part du principe qu'on va bosser au minimum 3 mois avec la modèle, mais... Et puis après, le contrat évolue en fonction de si le travail se passe bien et que le compte rapporte de plus en plus, ou au contraire, ça marche pas, tu vois, et là on arrête de bosser ensemble. Mais il n'y a pas ces délires, tu vois. On fout pas toutes les modèles dans une baraque en leur disant tu sors pas. Et c'est même pas ce qu'il faisait. Enfin, tu vois, il a créé des films pour faire du buzz et ça s'est retourné contre lui. L'idée, c'est qu'il faut pas que le mec qui fait du business, l'ancien dropshipper qui se dit je vais me mettre à OnlyFans, mec, tu n'es pas Andrew Tate. Tu vas pas te louer une baraque à $20,000 par mois pour te mettre 5 ou 6 top modèles dedans et flexer avec tes 14 bagnoles et ta Bugatti. Non, tu vas bosser à distance avec d'autres équipes qui seront aussi à distance et des modèles qui sont peut-être en Argentine, en Thaïlande ou je ne sais où, quoi. Oui, en fait, il faut bien se dire que c'est beaucoup moins, on va dire, sulfureux qu'on ne le pense. Et c'est pas le truc où, en fait, il va y avoir le manoir avec les soirées toutes les semaines, avec toutes sortes de produits à s'injecter dans le nez et dans la bouche. Mais c'est plus un business, quoi. Et justement, quelle est la partie... Et juste là-dessus, je vais aller encore plus loin. Les mecs qui rentrent dans ce business pour les femmes sont typiquement ceux qui se plantent. Les mecs qui font de l'argent dans le business adulte, j'ai fait 15 ans de porn, mais en fait, ça fait plus de 15 ans, tu vois, que j'ai de l'expérience dans les business adultes. Ceux qui réussissent dans le business adulte, c'est les mecs qui sont là pour l'argent. Ils se contrôlent, tu vois, ça gère. Ils sont pas là parce qu'ils sont en galère de meuf. Ils sont là pour la thune. Après, en fait, quand tu as une position assez haute, quand tu es producteur, et que tu fais beaucoup de vues sur tes contenus, ou que tu as une agence, ou que tu as un réseau, quoi. Bon, il y a plein de modèles, ou il y a plein de nanas qui viennent à toi parce qu'elles veulent du boulot. En fait, les nanas, elles veulent du fric. Et donc, elles veulent travailler avec des types qui pèsent, qui ont une réputation. Et puis, elles veulent pas bosser avec des tarés aussi. Donc, quand le type a déjà la réputation d'être professionnel, les nanas, elles ont la sécurité en se disant, lui, il va pas m'attirer de problème, c'est pas un freak. Et avec lui, je vais gagner de l'argent, je vais avoir de l'audience. Bon. Quand tu es focus sur les nanas, tu vas partir avec des modèles dont tu es à moitié amoureux, tu vas faire n'importe quoi. Dès le début, tu vas négocier un contrat foireux avec elle, parce qu'elle te plaît et tu dis oui à tout. Quand elle va faire des caprices, tu vas dire oui parce que tu es dans un espoir à moitié foireux, à tes souhaits. Et il faut pas, en fait, tous les mecs qui rentrent avec un désir libidineux dans le business adulte sont les mecs qui se font plumer par les nanas. Vraiment. Ouais. Ça marche pas. Ouais, il faut laisser les émotions à la maison. Bah, ils vont sur les comptes, au lieu de faire le boulot, ils vont se branler sur le compte de je sais pas quelle nana, alors qu'ils devraient être en train de faire du tap marketing, de faire de la gestion de contenu, de faire des messages. Avant de parler de ce qu'on vend dessus, je voudrais savoir d'un point de vue plus technique, quelle est la partie la plus dure dans ce business? C'est quoi là où vraiment, si tu excelles là-dedans, tout le reste sera plus simple? Ça dépend vraiment de la position. Il y a plusieurs métiers. Donc les difficultés du manager sont pas les mêmes que celui du producteur, que celui du marketeur, que de la modèle. En gros, la modèle, pour elle, la difficulté, ça va être de se renouveler, de continuer de faire du contenu en prenant du plaisir. Bon, il n'y aura pas trop de modèles sur ta chaîne, peut-être. Le marketeur, c'est ce qu'il y aura principalement sur ta chaîne. Son challenge, ça va être d'être bon quelque part en copywriting, même si c'est pas exactement du copywriting. Avec la modèle, tu fais du storytelling, tu racontes une histoire. La modèle, elle peut pas juste être jeune et jolie, sinon elle est en concurrence avec 10 millions de nanas jeunes et jolies sur Internet. Il faut qu'il y ait une histoire. Ouais. Il faut toucher à des mécanismes de psychologie, genre, il y a une histoire triste. Elle est réfugiée ukrainienne, la pauvre. Mais en même temps, elle sauve des animaux sur la plage. Oh, donc, tu vois, t'es plus un connard qui se branle sur Internet en tant que client. Non. Tu soutiens une nana qui elle-même défend la cause animale. Le client, il a quand même besoin, dans la relation, de se sentir quelqu'un de bien. Il peut pas se sentir comme une merde. Il peut pas... Au fond de lui, tu vois, il sait. Il sait que c'est une relation virtuelle, que ça se trouve, il parle même pas vraiment à la nana. Une part de lui espère, tu vois. Il y a toujours un petit % de son esprit. Ça reste un business de l'espoir. Donc, il y a une part de son esprit qui espère que c'est vraiment la nana, qu'elle est sincère, qu'elle est vraiment en train de sauver des animaux et que c'est pas juste bidon. Et la nana, en fait, suivant la modèle, oui, elle aime vraiment les animaux et elle va vraiment dépenser des sous pour les animaux. Donc, il y a une part de vérité qui se mélange avec cette relation qui, elle, est fausse. Je suis désolé de dire ça comme si je spoilais tout le business, mais en fait, tous ceux qui font du marketing, ils savent que c'est faux, quoi. Et ça changera rien. Il y aura toujours des clients qui s'en foutent, qui n'écoutent pas nos chaînes et qui veulent y croire. En fait, c'est même pas qu'ils y croient, ils veulent y croire. C'est important pour eux. Et ils sont pas spécialement intéressés pour des relations dans le réel. Ils se sentent même pas prêts pour des relations dans le réel.
Là, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils sont pas in shape. Ils n'ont pas un logement dans lequel recevoir des nanas. Ils n'ont pas une situation qui est sympa, qui attire les nanas. Et en attendant, la relation virtuelle, ça leur donne la sensation qu'ils ont un soutien, qu'ils ont une présence féminine dans leur vie. En plus, une présence féminine imagée qui leur prend jamais la tête et qui les stimule. Et ils trouvent le moyen de rendre ça positif pour ceux qui ont une consommation positive du service. Et évidemment, t'en as qui ont une consommation de narcomanes, tu vois, ou comme des drogués. Ils vont être dans l'illusion, ils vont dépenser des sommes qui sont délirantes par rapport à leurs moyens. Et là, c'est un peu la question que tu as amenée tout à l'heure sur la question morale. Est-ce que c'est bon pour la société ? Non, clairement, quoi. Pareil, j'ai fait 15 ans de porno, j'ai jamais prétendu que c'était bon de faire du porno. C'est marrant, parce que je faisais du porno avec un certain succès. J'étais classé numéro 1 sur Xvideo, le plus gros site du monde, pendant 2 ans. Donc j'étais à fond, je bossais bien. Et en même temps, j'ai une chaîne YouTube dans laquelle j'expliquais aux gens comment se libérer de l'addiction du porno. J'expliquais pourquoi le porno, c'est du poison. Et je sais parce que j'en produis. Donc, il y a un paradoxe, quoi. J'ai beaucoup de produits de porno, mais c'est pas pour ça que mon audience, les gens dont je suis proche, je les ai encouragés à consommer. J'apprenais aux gens à plus éjaculer pendant des années. Je disais, arrêtez, quoi. N'éjaculez pas, 1 fois par mois. Enfin bref, tu vois. Et c'est pareil, OnlyFans, je sais que c'est pas bon pour la société. Je me dis, de toute façon, franchement, qu'est-ce que j'y peux, putain. Autant aller prendre l'argent, il y a de l'argent à prendre, j'y vais. C'est le besoin qui est triste en fait, hein. C'est le besoin qui est la demande qui est là, qui est triste, qui demande à être comblée parce que beaucoup de ces mecs-là, ça se trouve sans ça, ils seraient en dépression, il y en a, ils pouvaient être borderline suicidaires avant et ça leur donne une raison, quoi. J'en sais rien, mais. Je n'irais pas jusqu'à me donner bonne conscience en disant qu'on est en train de faire le bien en faisant de l'OnlyFans. Non, on est là pour la thune, clairement. On produit et on distribue un service, une relation qui est fausse. Globalement, c'est négatif. De temps en temps, il y a un consommateur qui, comme un mec qui gère sa consommation d'alcool, comme tu vois, il fume un narguilé ou un cigare de temps en temps, c'est un peu toxique. Mais vas-y, ça passe, tu vois, de temps en temps. C'est pareil, un type qui consomme un peu de porno ou qui va sur OnlyFans avoir une petite relation virtuelle avec une nana qui est inatteignable. Pourquoi pas, si c'est géré ? Mais ça ne veut pas dire que le produit est bon. Ouais. Dans le genre, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la société. Ça ne l'est pas. L'alcool, c'est pas bon pour la société. Le tabac, c'est pas bon pour la santé. Enfin, il y a un moment, on va pas rentrer dans ce business avec de la malhonnêteté en se mentant à soi-même. C'est sûr. Non, on sait ce qu'on fait, quoi. Non, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais, c'est. Bon, après, oui, il y a beaucoup de choses comme ça, je pense, autour de ça. Et les clients, ils dépensent combien ? Tu as 2 types de clients. Tu as les petits clients qui vont s'abonner. Tu as des abonnements recurring mensuels. D'ailleurs, c'est cool, hein, parce que le recurring, enfin, je sais pas si toi, tu as des abonnements recurring sur tes produits et services marketing, mais pour tous ceux qui font du business online, les paiements recurring ont une saveur particulière. Tu as d'habitude, quand tu fais une vente, tu es là, tu reçois, j'ai fait 50 balles. Cool, mais c'est tout. Quand tu as un paiement recurring, même si c'est 19 €, oui, mais c'est 19 € tous les mois. Et en fait, chaque fois que tu reçois un revenu recurring, tu dis, c'est mon salaire mensuel, tu vois, qui vient d'augmenter de temps. Le recurring a vraiment cette saveur. Tougan, qui est pour moi le meilleur gars en marketing en France, lui, il est vraiment focus sur les revenus recurring. C'est sa religion, quoi. Il est accro, le mec, au dernier degré. Il est là, je veux des revenus recurring. Et je le comprends. En porn, j'avais des abonnements qui tournaient aussi. Et comme toi, tu vois, j'ai fait des signaux crypto, c'était en recurring. C'est bien, le recurring, c'est sympa. Bon, bref, le client moyen, il est sur du recurring, sur des abonnements qui valent pas cher, qui valent entre 4 et 25 $, on va dire, sur les comptes OnlyFans des nanas. Des fois, tu as des comptes gratuits. Donc, au début, les nanas, elles veulent les premiers abonnés sur leur compte, elles vont faire un abonnement cadeau, tu vois, où il y a des trials gratuits pendant 48 heures, mais il faut rentrer à la carte de crédit. Et au bout de 48 heures, si le mec a oublié, bam, il se fait bill. Je ne sais pas si OnlyFans fait ça. Peut-être Fansly le fait, tu vois, les alternatives. Mais pareil, en porn, on faisait ça. On avait des trials 48 heures qui valaient quasiment rien, genre $1, mais le mec devait mettre sa carte de crédit. Et si le mec oubliait, derrière, il se faisait charger pour 1 mois. C'est ça, hein, comme technique. Mais putain, c'était 70% du business. T'avais un truc encore plus sale dans le porno, c'était les trucs Allopass. Oui, je me doute bien, les Allopass, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Mais j'ai même pas les détails. Moi, j'ai jamais fait. C'est avant ma génération. Donc bref, t'as des mecs qui sont sur l'abonnement pas cher
Mais le business principalement se fait sur l'upsell. C'est-à-dire qu'une fois que tu as déjà des abonnés dans l'espace privé de la nana sur OnlyFans, là, les chatteurs entrent en place. Et c'est l'activité principale. Les chatteurs, leur boulot, c'est d'écrire des messages toute la journée à tous les abonnés. Et ces messages sont là pour créer de la relation avec le client. Et le client, il va payer pour ouvrir les messages des chatteurs. Il va payer pour ouvrir des photos qui sont floutées. Et les chatteurs embarquent les clients dans des histoires. Ils leur font vivre des histoires. En disant « Salut, je suis à l'université, je m'ennuie, je me caresse sous la table en pensant à toi. » Et le mec, il s'excite tout seul, il commence à se masturber, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que la carte de crédit, elle est déjà rentrée dans OnlyFans. Donc le type, quand il veut ouvrir les messages, ou quand il veut que la photo floutée, elle apparaisse en clair, il a juste un bouton à appuyer, et ça processe le paiement. Tu vois, comme c'est vicieux le truc. C'est vraiment... Ouais. T'enlèves la friction. Ça glisse tout seul. En gros, avant, tu avais les one-click upsell sur les pages de vente. Tu vois ce que c'est ? Ouais. Donc le type, il a acheté son produit, puis il arrive sur une page en disant « Ne partez pas. Là, maintenant, cette page va disparaître. Si vous la quittez, vous la reverrez jamais. Et il y a $300 de discount sur tel produit. » Et tu as juste un clic, tu n'as pas à remettre la carte bancaire. Tu as déjà mis la carte bancaire, les infos, tout ça sur la page précédente. Là, tu as juste un clic et boum, tu fais la vente. Ben là, tu as le même système en fait. Et les clients, ils cliquent là-dessus en se branlant. Et moi, toute ma life, je me demandais, parce que quand je faisais mon porno, c'était pareil. Je me disais comment vendre à des mecs qui ont leur bite à la main, en gros. C'est pas évident. Hein. Comment un mec qui a sa bite à la main, t'arrives à le convaincre ? Fort de se dire d'aller chercher sa carte et compagnie, mais une fois qu'elle est déjà dedans. Une fois qu'elle est déjà dedans et que en fait, déjà sortie une fois. Ce que tu lui proposes, c'est du nouveau contenu pour continuer sa masturbation. Et en fait, là, il n'y a pas de friction. Là, le type, il est déjà en train de faire ce qu'il fait. Donc pareil, ceux qui se disent, est-ce que c'est ça comme business ? Bah, le business, en fait, c'est de pousser un mec à continuer de se tripoter d'une main pendant que l'autre main est sur son téléphone en train de dire « Ouais, la photo suivante, oh putain, ah ouais, c'est... » et voilà, et il y a un script. En fait, les nanas, elles sont chez elles, elles shootent un script, donc elles se shootent en train de prendre la douche, en train de mater un film ou je sais pas quoi, mais step by step, tu vois, avec des échelons pour grimper en intensité sexuelle. Ouais, ou dans un magasin, dans une salle pour se changer, plein de trucs. Et le mec, il va suivre le script en croyant que c'est en temps réel, en croyant que la meuf, elle est en train de faire ça, en lui disant fais ça. Et vu que dans le script, il y a plusieurs possibilités, on est vraiment en train d'écrire un jeu de rôle, tu vois. Et la meuf, elle dit ok, c'est je vais le rose, faire. Quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais avec des images, des machins, et avec le one-click upsell. Le Minitel Rose, c'était l'intimité du téléphone, quoi. Ouais, c'était à la durée, le Minitel Rose. Tu sais, dès que je sais pas comment ça fonctionnait dans les je détails. te le dis, c'était à la minute, quoi. Le mec, tant qu'il était connecté, bam, et c'était X francs de la minute. C'était cher, quoi. Le mec qui reste 10-15 minutes, ça faisait du fric. Les webcam shows, c'est pareil, tu vois, c'est à la minute que ça tourne. Plus tu tiens le mec longtemps, et plus il casque. Et ça peut aller super vite. Au début, le mec, tu vois, il se dit, c'est bon, quoi, j'ai dépensé 15 €. Mais non, on le tient, quoi. Et au final, il est là, il dépense 300, 400 balles. Et ce que je te disais, donc, tu as les mecs de base, ils payent genre 10 balles pour l'abonnement, mais on a ce qu'on appelle les baleines. Ça va constituer peut-être 1% de la clientèle. Mais les baleines représentent des fois 80% du chiffre d'affaires de la meuf. Tu as des mecs qui, tout seuls, juste un gars, il peut dépenser plusieurs milliers de dollars pour la meuf. Vraiment. Et c'est souvent comme ça que ça marche. Donc les baleines, c'est pas le chatter de merde qui leur parle, ça va être le directeur marketing de l'agence uniquement qui a le droit d'envoyer des messages à la baleine. Et on sépare en fait dans les menus qui parle à qui et tout le bordel. T'as pas envie en fait que le Pakistanais mal réveillé du matin, il est là, yes my friend, et qu'il envoie un message de merde. Yes et qu'il envoie, qui crame, tu vois, le compte auprès de la baleine. Et le mec qui a déjà envoyé 10 000 balles, t'as envie qu'il continue de casquer. Et quand un compte se fait cramer, justement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est juste l'abonné qui se désinscrit ou c'est quoi le scénario ? Et tu veux dire que si les fans... si t'as un fan qui comprend qu'il y a un agent derrière ? Ouais. Non, ça, c'est pas grave. C'est parce que on va nier, tu vois.
C'est-à-dire, l'agence continue de nier, non, c'est moi, on va envoyer la meuf faire une vidéo en direct avec le gars, je t'offre 3 minutes de vidéo et t'as la meuf qui va parler au mec et le mec, oh putain, c'est vraiment toi et tout. Donc, ça se rattrape. Et la plupart du temps, il n'y a même pas besoin de faire ça, on s'en fout. Non, un compte qui se fait sauter, c'est pas ça. C'est quand l'algorithme d'OnlyFans va décider que ton compte enfreint les règles ou je sais pas quoi, ou qu'ils ont un problème avec ton compte, parce que tu as utilisé des techniques marketing de spamming un peu trop hardcore. Et là, tu as le compte qui saute, il faut refaire un compte. Ouais. Mais c'est vrai pour TikTok, pour Insta. Combien de commissions, par curiosité ? 20%. Oh, ça va, c'est rigolo. C'est rigolo. Les plateformes alternatives prennent beaucoup moins. Mais le truc, c'est parce qu'elles sont alternatives. Hein. C'est ça. Ils ont normal, pas le choix. Mais... Et OnlyFans, ils convertissent presque 5 fois mieux. Pour l'instant, tu vois, toutes les datas qu'on a, c'est un ratio de 1 contre 5. Ouais, donc, ça a un coût, tout ça, hein, de simplifier l'expérience, de se construire un nom et compagnie. Je veux dire, c'est pareil, hein, tu peux aller vendre ailleurs que sur Amazon, mais ça va pas être aussi facile, quoi. Et la confiance, tu vois, sur OnlyFans, le mec met sa carte bleue, bon, bah, il sait que ses numéros vont pas se faire voler. Il sait qu'OnlyFans, c'est quand même sérieux, quoi. Ouais. Alors que sur des plateformes alternatives, je te parlais de Backstage tout à l'heure, Backstage, par exemple, l'interface est dégueulasse. Le mec, il a pas envie de mettre sa carte bleue dessus. OnlyFans, peut-être, on peut offrir une carte cadeau à quoi. Attends, il y a une petite coupure. J'ai pas compris. Carte cadeau OnlyFans achetée à Leclerc. J'ai dit OnlyFans, c'est du sérieux, tu vas bientôt avoir la petite carte cadeau pour Noël. Putain, mais t'imagines quoi, la petite musique au piano, l'ambiance Christmas, grand-mère et tout. Alors les petits, qu'est-ce que j'ai pour vous ? Oh, ma carte OnlyFans, merci mamie. Putain, le truc glauque, quoi. L'ado geek boutonneux qui sort jamais de sa chambre avec sa carte OnlyFans from Grande Mother. Là, il va rester dans sa chambre. Hein. Oh là là. Non mais il y a moyen. Hein. Ok. Ouais, non mais oui, pourquoi pas. Hein. Ça arrivera sans doute. Les cartes cadeaux sont toujours un très bon business. Quoi qu'il après, en soit. On rappelle que la clientèle doit être majeure. Hein. OnlyFans, ça reste un site adulte. C'est vrai. C'est vrai. Donc on va offrir ça au Tanguy. Mais ouais, les cartes cadeaux, putain, je sais même pas si ça existe déjà. Je suis curieux, j'ai presque envie de le taper, quoi. Toujours à la recherche du nouveau truc bien sale pour faire un billet de plus. OnlyFans gift card. Parce que les modèles, on peut leur offrir des cadeaux, ça c'est sûr. Putain de merde, mais ça a l'air d'exister. Buy OnlyFans gift cards. Ouais, je suis en train de regarder. Prepaid cards. Is a prepaid card that allows to recipient to access content to... Mais ça existe, bordel. C'est-à-dire que tu offres cette carte, c'est prépayé, et donc le mec qui a la carte, il peut consommer du contenu OnlyFans, envoyer de la thune au modèle, il peut s'abonner, ça existe. Et tu peux être you can be part of the community with OnlyFans gift cards. Waouh. Tu sais que tout à l'heure, on rigolait, tu disais que tu étais prêt à prendre mon compte en agence sur OnlyFans, mais j'ai déjà eu des demandes si j'avais un compte OnlyFans. Je rigolais pas plus que ça. Hein. Ouais, non, j'ai déjà eu ça. Tes followers, tu leur as montré ton Instagram ? Ils voient comment tu te trémousses là sur Internet ou pas ? Bah, c'est Antoine RSX, c'est facile à trouver. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont, d'autres qui l'ont pas. Bon, après, au montage, je mettrai une photo de toi avec tes abdos. Je t'envoie ça tout à l'heure. Ah, la photo suffit pas. Il faut que je vous montre en vidéo ce que ça donne. Rousseau sur Instagram. Bam ! Et voilà, la banane. C'est pas que ça, mais presque. C'est beaucoup d'abdos, beaucoup de regards de beaux gosses, beaucoup de jolies nanas dans les commentaires. Hein ? Putain, elle est mignonne celle-là. Antoine, dis-nous tout. Qu'as-tu fait avec cette jolie modèle ? Voilà, hein, sur OnlyFans, il ferait des sommes délirantes, Antoine. Je raconterai des petites histoires. Et du coup, pour ceux qui veulent se lancer dans OnlyFans, plutôt dans l'agence OnlyFans, quelles sont les 3 grandes étapes ou comment est-ce qu'on peut accélérer le processus ? Pour être dans la pédagogie directement, il y a une initiation. J'ai fait une initiation en vidéo, ça dure pas longtemps. Elle fait 30 minutes, donc j'explique les différentes positions, les différents métiers. Il faut vraiment savoir à qui on s'adresse, tu vois, et quel boulot on va faire dans une agence. Et on fait rarement tout seul, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et dans la vidéo, je l'explique et je donne un petit peu les premières étapes.
Je pense que je vais pas le faire maintenant, ça prendrait 30 minutes, mais j'invite les gens à cliquer, je t'enverrai la vidéo d'initiation. En gros, si moi je suis un mec que je regarde la vidéo là, ok, j'ai cliqué sur le lien, je regarde ta vidéo et à la fin je sais c'est vers quel rôle me dédier. Parce qu'en fait, comme tu as parlé de plusieurs positions dans l'agence, comment est-ce qu'on peut bien commencer? Est-ce que c'est mieux de commencer travailler dans une agence ou est-ce que c'est mieux de commencer de créer sa propre agence ou d'être justement le mec tout seul qui va essayer de tout faire au début? Ça dépend un peu de ton capital, c'est comme un business. Imaginons que tu te lances, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas de capital. Bah, franchement, si tu es intéressé par un type de business en particulier, que tu n'as pas de fric et que tu n'as pas d'expérience, c'est quand même plus raisonnable et moins risqué d'aller bosser pour un mec qui a déjà son business dans le secteur qui t'intéresse et prendre de l'expérience, prendre un salaire, apprendre le métier quoi, et faire un peu de thunes. Et une fois que tu as un petit capital, que tu as appris le métier, bon bah tu lances ta propre agence ou tu lances ton propre business. C'est comme dans tous les business, il n'y a pas un truc spécial. Là c'est exactement pareil, hein, c'est tout. Donc le type, si comme moi il a déjà de l'expérience dans le porno pendant des années, qu'en plus il a du capital, en plus il a déjà des équipes marketing et il est habitué à... Bah, évidemment, moi je me suis lancé directement producteur, j'ai pas travaillé comme salarié dans une agence. Mais la plupart des types qui débarquent, c'est pas délirant de commencer à bosser dans une agence. C'est ce qu'on propose en fait dans le réseau OnlyBoss. C'est le réseau que je dirige. Il y a un truc qui s'appelle Only Deals et on a un directeur des ressources humaines qui prend en entretien privé tout le monde pour comprendre les compétences, les offres ou les demandes pour des emplois. Donc il y a plein de gens qui cherchent à recruter, il y en a plein d'autres qui cherchent à se faire recruter et on les met en commun et on encadre les deals. On leur propose des deals standards entre employeurs et employés ou entre partenaires quand c'est des deals au pourcent. Et on fait aussi de la résolution de conflits quand il y a un souci. Tu vois, quand ça se passe mal, on a une sorte de session de conflict management où on écoute chaque personne, on est là, bon, qu'est-ce qui s'est passé, et à la fin on décide. Et soit il y a une résolution à l'amiable, la plupart du temps, souvent des incompréhensions, quoi, et puis ça s'arrête, voilà, on se serre la main, soit non, et t'en as un qui a obviously fait de la merde, et on lui dit qu'il a fait de la merde, et s'il le reconnaît pas, ben on l'affiche publiquement en disant, travaillez pas avec ce mec, et d'un il fait de la merde, et deux il le reconnaît pas, voilà, c'est simple. Donc c'est comme dans tout le business, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que de commencer, je pense, dans une agence, surtout si la personne n'a pas spécialement les compétences ou autre, c'est entre guillemets un petit peu la voie royale parce que tu es payé pour apprendre et en plus tu as les mains dans le cambouis, tu as les mains dans le métier. Je sais que j'ai un pote qui avait fait ça pour un business Amazon et maintenant son truc fonctionne bien. Donc tu vois, là-dessus, c'est vrai que ça accélère. Et dans ton réseau, tu as des ressources en plus où il y a... En fait, tu as une formation de A à Z pour que n'importe qui, même sans compétences, puisse apprendre quel que soit le métier qu'il choisit dans une agence OnlyFans. Et surtout, comme je disais, c'est vraiment un boulot où tu collabores, quoi. Moi, je connais personne de sérieux qui bosse seul. C'est un métier, tu bosses pas tout seul, quoi. Tu peux être business entrepreneur online solo. Tu peux faire toi-même ta page de vente, ton produit tout seul. Moi, pendant des années, j'étais seul, hein, ça marchait. Là, OnlyFans, non. Déjà, il te faut une modèle. Et on se heurte à ce problème. La plupart des gars, ils sont prêts à tout faire tout seul. C'est-à-dire, ils sont prêts à manager une nana tout seul, à faire le marketing, la gestion du contenu, les conversions tout seul, ouais. Mais ils galèrent à trouver une modèle. Ou alors, s'ils en trouvent une, ils galèrent à gérer la relation avec elle. Donc là, pareil, on a ce qu'on appelle des sourceurs. C'est des types qui, en masse, trouvent des modèles, qui ont accès à des banques de modèles et qui proposent les modèles. On a différents types de deals. En gros, pour te faire simple, une agence qui est déjà carrée, qui peut montrer ses chiffres et qui génère des revenus avec ses modèles, une agence donc à qui on fait confiance, on lui propose direct un deal au pourcent. C'est-à-dire que le sourceur, il va prendre des pourcents sur le modèle qu'il envoie. Un type qui est nouveau, qui se lance, à qui on lui souhaite bonne chance, mais on ne sait pas encore s'il va faire du fric. Il y a des deals un peu particuliers. Il va payer upfront, il va déjà payer pour avoir le contact d'un modèle, plus un pourcentage qui sera réduit. Donc on adapte en fonction de la notoriété et de l'expérience des agences. Mais le problème de la modèle, souvent, c'est le premier modèle. Il y a plein de gars qui veulent se lancer, ils disent « Ouais, mais j'ai pas de modèle, du coup, comment je me lance ?» Bah, tu rejoins un réseau qui propose des modèles, ou tu travailles dans une agence où il y a déjà des modèles et on te donne une position où on ne te demande pas d'apporter des modèles, on te demande autre chose. On te demande de faire un boulot marketing. Et là, encore une fois, il y a tout le contenu pédagogique, surtout qui est mis à jour. En fait, ce contenu
a pas de valeur en soi. La valeur, c'est la mise à jour constante. C'est ce que je te disais, c'est un business qui est très rapide. Les algorithmes, ils changent tout le temps. Déjà, tu vois sur YouTube comment ça change rapidement. Il faut suivre les nouvelles trends et machin. Si tu ne suis pas, t'es mort, quoi. Ouais. Et là, c'est pire encore, je dirais. C'est encore plus rapide. C'est un truc de malade. Mais attention, si tu suis bien les trucs, tu peux générer du trafic. TikTok, c'est la folie. Une modèle, très rapidement, elle fait des millions de vues. Rien à voir avec ce qu'on fait sur YouTube. Après, c'est difficile à convertir. C'est pas du trafic aussi qualifié. Donc la valeur, c'est que le contenu soit mis à jour tout le temps. Il faut vraiment des mises à jour toutes les 2 semaines sur les parties techniques. Les parties humaines, non, la psychologie ne change pas, mais la partie technique, ça doit être mis à jour. Et surtout, il faut que la communauté soit constamment en recherche et développement. Par exemple, on a des groupes de discussion, ça se fait sur Telegram, avec des sous-groupes. Il y a un sous-groupe qui s'appelle Only Labs. C'est que de la recherche. C'est-à-dire que tous les gars, là, ils update, ils disent « Tiens, j'ai testé ce nouvel outil. Tiens, ce truc, ça marche plus. Faites gaffe. Tiens, ces comptes, ils se sont fait bannir pour telle raison. » Ou alors, on ne sait pas pourquoi ils se sont fait bannir, on va analyser. On récolte la data, il y en a qui l'analysent. Et ça, c'est la force principale du truc, en fait. C'est vraiment cette partie technique c'est dur de survivre si t'as pas ça. Si t'es tout seul, quoi, pour chercher tous ces trucs-là, putain. Déjà, faut être passionné. Moi, c'est pas spécialement mon truc. Hein. Je suis bon dans le management des équipes. Je suis bon pour scaler les choses, pour donner des ordres, pour organiser les humains. Ça, je sais faire. Mais pour aller faire le geek, trouver le dernier outil, le dernier algorithme, oh putain. Et il y a des mecs, c'est bon, ils savent faire. Donc, il faut collaborer, quoi. Ouais, il faut prendre le meilleur de chacun, quoi. Ouais. Ah, faut bosser ça a l'air intéressant. Ouais, c'est un business stimulant. J'avais regardé ça il y a un peu de temps. Ouais, non, c'est un truc pas mal. Bah, écoute, je mettrai le lien pour ceux qui veulent aller plus loin, du coup, vers la vidéo où tu décris. C'est quoi, tu m'as dit, tu décris chaque rôle et. C'est une initiation, c'est ça? Ouais, c'est une demi-heure d'initiation. Et évidemment, je vends mon produit, mais je me fous pas de la gueule du monde. C'est pas une vidéo d'une demi-heure dans laquelle je te montre, regardez, je vis sur une ville paradisiaque ou je sais pas quoi avec ma Lambo. Non, je suis pas en train de vendre du rêve en flexant avec l'argent qui est gagné. Je donne de la valeur, du contenu direct. Je suis pas trop un mec lifestyle, tu vois, dans mon contenu. Je préfère directement donner du contenu. Et si les mecs, ça leur plaît, que ma pédagogie fait sens, qu'ils comprennent ce que je dis, que ça leur permet de bosser, bah, ils en veulent plus. Et en vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le réseau qui a une valeur. C'est la mise à jour constante, la recherche constante. Et également les beaux gosses. Sans déconner, un modèle qui est beau gosse, même un mec, putain, on bosse avec. Hein. Il n'y a pas de préjugés, rien. On est là pour l'argent. Je m'en fous. Même mon agence, on est prêt à prendre des mecs. Je m'en fous. S'il y a des mecs qui veulent faire des photos de leurs pieds et monétiser, je dis ça en rigolant. Mais putain, j'ai un pote, il faisait du shoes raping. Donc il faisait du viol de chaussures. Le type, il lacérait des godasses au cutter et il éjaculait dessus. Et il faisait des sous comme ça. Mec, en giclant sur ses godasses. C'est pour de vrai, hein. Et il y a des types qui adorent ça. Tu vois, c'est leur type de contenu, ça les fait vibrer. Ils payent pour ça. Et ils payent encore plus pour avoir une discussion avec le shoes rapist, je sais pas quoi. Non mais c'est délirant. Ah, tu nous fais finir sur un bouquet final là. Attends, t'en veux d'autres? On a une prof dominatrice qui pisse sur les copies d'élèves. Et t'as des mecs qui se chauffent là-dessus, tu vois. La prof, l'air sévère avec ses petites lunettes, prend les copies d'élèves et pisse dessus. Et on vend la relation avec ses profs. Eh ben, c'est du beau tout ça. Bah écoute, merci Jean-Marie en tout cas pour cette interview. C'était très intéressant. Tu nous as fait un beau bouquet final à la fin pour. On aurait dû mettre ça en milieu d'interview, tu sais, pour garder les viewers, mais là c'est pas mal. Bah écoute, je mettrai le lien et puis pourquoi pas faire une interview dans 3 mois, 6 mois, voir ce que ça a donné. On verra un petit peu l'intérêt qu'il y a dans les commentaires. Et dites-moi si vous voulez qu'on creuse là-dessus, posez vos questions, je dirai à Jean-Marie de passer dans les commentaires s'il y a besoin. Ouais, mais je peux donner l'objectif sous 6 mois que tu vois, si je réussis mon coup, en gros c'est le résultat des élèves ou le résultat des membres du réseau. Moi ça fait 15 ans que je suis dans le milieu porno, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma thune, j'ai toujours mon activité, là. Maintenant je fais plus de contenu, je suis sur une agence OnlyFans, mais c'est pas... Ça, on s'en fout, quoi. Ce qui est important pour moi, mon objectif, c'est que mes élèves ou les membres du réseau, je dis mes élèves parce que c'est mon contenu, c'est mes formations dedans, mais c'est surtout les membres du réseau, parce qu'à un moment, c'est le réseau qui amène la valeur au réseau, bah, ils aient des revenus et je vais partager ça, quoi. Je vais partager les résultats. On a ouvert hier.
Donc c'est tout récent, tu vois. Il y a eu des préventes pour accéder au réseau, mais officiellement, tout a commencé hier. Donc là, maintenant, pour moi, c'est speedrun pour faire gagner de la thune aux membres du réseau. Et je focus que là-dessus. Et mon espoir, c'est que dans 6 mois, on ait plein de membres qui soient dans la section VIP. C'est la section où les mecs gagnent plus de 10 000 $ par mois. Là, j'en ai 15 pour l'instant. Donc il y a des mecs qui gagnaient déjà du fric qui ont rejoint le réseau quand même. Parce qu'ils veulent ça, tu vois. Ils veulent la section recherche et développement. Ils en ont rien à foutre de l'information, mais ils veulent des mecs qui cherchent et ils participent aux recherches. Bon, bah, le but, c'est que dans 6 mois, au lieu qu'il y ait 15 mecs dans cette section, il y en ait une centaine. Ça serait magnifique pour moi. Voilà. Ok. Bah écoute, merci bien et je te dis à la prochaine. Merci à toi Antoine. Salut. Ciao.